je peux le dire. Je peux le dire maintenant. J'ai clairement une préférence pour les images de la BMP-CC. C'est le bureau, la richesse des couleurs, la science des couleurs me plaît, mais carrément. Get out the wagon, what is you saying? Cause I am not playing it. I've been a goat from Quay, but this isn't back in the day again now. Bon, il faut qu'on parle de la BMP-CC 6K Full Frame. Alors, j'ai pas eu la chance de la tester comme certains youtubeurs qui font un travail exceptionnel et qui nous partagent de belles images de cette caméra. Et clairement, ils m'ont donné envie de vous parler de la caméra, mais surtout, d'acheter cette caméra parce que je peux vous le dire à coup sûr, cette caméra, la 6K Full Frame, sera ma prochaine caméra. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Quand on parle de Blackmagic, il y a certaines personnes qui adorent cette marque et d'autres qui adorent la détester. Et je comprends ceux qui adorent cette caméra, qui sont comme moi, pour plein de raisons, et j'en parlerai juste après. Et ceux qui la détestent, je les comprends parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans les caméras Blackmagic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question pourquoi Blackmagic ne va pas vers ce type de caméra compacte, avec un autofocus, avec une stabilisation interne, voilà, avec une durée de batterie raisonnable, un produit qui semble plus premium, moins plastoc, moins low cost. Mais je sais que probablement c'est pour des bonnes raisons. Je vous donne mon analyse, ma vision des choses. Allez, c'est parti. Moi, quand on se dirige vers une caméra Blackmagic, il faut accepter les limites de leur caméra. Voilà, il faut accepter, effectivement, il y a certaines limites, mais il faut surtout accueillir à bras ouverts toutes les forces de leur caméra. Et croyez-moi, il y en a énormément. Mais concrètement, Blackmagic pourrait adopter la tagline de Leica « Less is more ». Pourquoi? Parce que quand on décide de prendre une Blackmagic, eh ben, on accepte de vivre une autre expérience. Une autre expérience de production, tout simplement. Et ça veut dire une caméra qui est plus professionnelle, avec un rig quand même plus imposant, parce que si on veut faire, notamment, par exemple, je prends l'exemple de la mise au point, si on veut maîtriser sa mise au point, eh ben, ce sera en manuel, parce qu'il n'y a pas d'autofocus, et donc, il faut un follow focus. Et donc, ça rajoute un élément sur le rig. Ça s'adresse, je pense, à un type d'utilisateur qui s'oriente vers la production de fiction. Et oui, la caméra est massive, elle est imposante. Moi, j'aurais préféré une caméra plus compacte. Compacte avec un form factor plus cubique, avec des matériaux plus nobles, je ne sais pas, de l'aluminium par exemple. Ça aurait été vraiment sympa. Là, on a un entre-deux entre une caméra qui ressemble à un appareil photo et une grosse caméra du type Canon ou voilà, d'autres marques qui font des caméras quand même assez imposantes, qu'on a du plaisir à prendre dans les bains parce qu'elles tiennent bien, hein, mais ouais, qui sont imposantes. On se dit, ben, ils auraient peut-être dû compacter tout ça. Alors pourquoi ce format-là? Moi, j'ai tout simplement l'impression qu'ils ont gardé la forme de la 6K Pro et que pour des raisons probablement économiques, hein, de coût de conception, ils se sont dit, on va garder une forme qu'on maîtrise, on va pas se lancer dans la conception d'une nouvelle forme pour tout simplement maîtriser en fait le coût, le prix final de la caméra. Et en ça, je trouve que c'est intelligent de le faire. Alors, ça plaît pas aux puristes ou aux gens qui se disent, mais ce serait bien qu'un jour Blackmagic aille vers ce type de caméra un peu compacte, légère, avec voilà, parce que je pense qu'ils ont tellement d'atouts au niveau de leur capteur que on se dit mais pourquoi ils cassent pas le game, tu vois, et qu'ils proposent pas un truc vraiment à la raid. Voilà, moi j'imagine hein, un petit cube propre avec tout ce qu'il faut. Bon, peut-être un jour, on verra. Un truc vraiment fini avec des boutons nickel, un truc solide. Bon, on verra. Je pense que si ça arrive un jour, la caméra coûtera beaucoup plus cher. Et bon, voilà, ça aura un impact. Mais je pense que
ils feront la différence quand ça sera le cas. Bon, c'est pas une caméra lifestyle qui va vous faire gagner des followers sur Instagram. Vous allez pouvoir pavaner avec. Non, 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 pas du tout. Là, on a un truc qui est massif, on a une belle bête, mais qui est très efficace. Alors, ce n'est qu'une caméra. Ce n'est qu'une caméra, c'est-à-dire que c'est pas un appareil photo. Alors bien sûr, on peut faire des captures d'images. Alors je crois que je vérifie, c'est du 24,6 mégapixels. Alors c'est vrai que c'est intéressant, ça peut faire des belles images de bonne qualité. Surtout que maintenant c'est un capteur full frame en 6K. Donc il y a du pixel quoi, donc on peut faire des photos. Mais vous n'avez pas toutes les fonctionnalités qui sont associées et qu'on peut trouver dans un appareil photo numérique. Et moi je trouve ça très bien. Parce que là, il n'y a pas de mélange des genres. Vous voulez faire des captures, vous avez la possibilité, mais ce n'est pas un appareil photo. Vous n'allez pas avoir le mode rafale ou d'autres fonctionnalités. Voilà. Ils se concentrent sur l'essentiel, ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de la vidéo, et c'est une bonne chose. Et en termes de conception, je trouve que ça a du sens. Derrière, on aura un produit plus fini, plus efficace, plus robuste, et en termes de test, on est quasiment sûr que ils ont été jusqu'au bout. Voilà, ils n'ont pas fait un truc entre les deux, et ils nous proposent quelque part le minimum pour l'appareil, pour la partie photo, c'est-à-dire faire des captures d'écran, mais à la limite, on pourrait les faire tout simplement en faisant des captures d'images d'une vidéo. Point qui bloque beaucoup de personnes, et je les comprends, et en même temps je vais m'expliquer pourquoi ce n'est pas un problème, c'est l'absence d'autofocus. Il n'y a pas d'autofocus dans les caméras de Blackmagic. Et alors tout de suite on peut se dire, mais oui, mais aujourd'hui l'autofocus c'est hyper important, c'est vrai que voilà, ça soulage, et surtout quand on fait du face caméra comme là maintenant, là dans la configuration que je suis aujourd'hui, c'est vrai que l'autofocus m'aiderait. Je filme avec la BMPCC 4K et je suis obligé de rester à un endroit très précis parce que j'ai fait ma mise au point, j'ai réglé ma mise au point, et si je recule, je perds ma mise au point. Si j'avance, je perds aussi ma mise au point, vous voyez. Donc là, voilà, il faut que je reste là pour être honnête, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un point négatif. Mais en général, quand on utilise une BMPCC 4K ou une BMPCC, on est derrière la caméra. Et elle s'adresse vraiment à ce type d'utilisateurs qui sont derrière la caméra et qui font la mise au point manuellement. Et pour ça, on a besoin d'avoir un follow focus. La mise au point manuelle permet une meilleure maîtrise. Je m'explique, j'ai acheté l'année dernière la FX3. J'ai acheté la FX3, j'étais très content de l'autofocus. Et c'est vrai qu'il est impressionnant, l'autofocus de la FX3. Il est très réactif. Il répond vraiment au tac au tac, vraiment c'est une belle prouesse technologique, mais à l'usage, j'ai fini par arrêter d'utiliser l'autofocus, parce que quand je suis derrière la caméra, devant il n'y a aucun problème, hein, ça fait le job et c'est très bien. Quand je suis derrière la caméra, l'autofocus fait des choix à ma place, et donc je perds un certain contrôle de mes images. Et j'ai perdu certaines images à cause de l'autofocus. Parce que il a décroché, il a détecté un mouvement ou détecté une forme que je ne souhaitais pas, et il a été faire la mise au point sur l'élément que je ne souhaitais pas. Et quand c'est comme ça, que ça se fasse au milieu ou à la fin, c'est très embêtant. Et d'une séquence, hein, c'est très embêtant. La mise au point manuelle, moi je dis oui, et je pense que Blackmagic fait le bon choix de laisser tomber complètement cette partie-là, de ne pas s'encombrer avec la conception de ce système-là, parce que finalement, on l'utilise très peu quand on est un utilisateur de Blackmagic. Quand on veut faire de la production, quand on veut faire de la fiction, on n'utilise pas l'autofocus. Voilà. Get out the way. Une fois qu'on a accepté les limites des Blackmagic, je vous propose qu'on parle des forces de leur caméra, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Alors, son capteur full frame qui fait exactement 6048 x 4032. Enfin, un capteur plein format. Alors, ça veut dire plus de lumière et une profondeur de champ plus réduite. La 6K va permettre de recadrer facilement dans vos images. Donc, c'est vrai qu'avec tous ces pixels, vous allez pouvoir faire plusieurs plans avec une seule image. Globalement, au niveau composition, c'est du vrai bonheur.
Donc là, au niveau plage dynamique, on a du 13 stop. Comme beaucoup de caméras Blackmagic, elle a un double ISO natif qui est de 400 et de 3200, je vérifie, je dis pas de bêtises. La Sika Full Frame propose du biro et la Science des couleurs génération 5, c'est la vraie force de leur caméra. Ça offre une grande palette de couleurs, c'est en 12 bits, c'est propre. Sincèrement, j'avais besoin d'aller chez Sony pour me rendre compte vraiment de la qualité, de la richesse des couleurs que proposent les caméras Blackmagic. J'ai du mal, je prends le temps, je suis fatigué, désolé. Mais voilà, j'ai acheté la FX3 l'année dernière. Je peux le dire maintenant, j'ai clairement une préférence pour les images de la BMP-CC. C'est le bureau, la richesse des couleurs, la science des couleurs me plaît, mais carrément. J'ai fait une vidéo récemment avec le petit robot, le Spot Taille Air, petite caméra qui intègre une intelligence artificielle. Et j'ai fait un petit film en début de ma vidéo. Et il y a une séquence où j'ai placé la caméra devant l'écran. Et je voulais simuler cette fameuse scène où on voit Wall-E qui regarde le petit film rétro là. Et en fait, on voit dans le reflet de l'objectif, je voulais qu'on voit ce qui se passe à l'écran. Bon, j'ai pas réussi totalement, mais ce qui est intéressant, c'est que cette scène est hyper sombre. Elle est hyper sombre, c'est-à-dire qu'il y a juste la lumière qu'on voit à l'arrière qui est ici. J'ai uniquement la caméra, elle est éclairée uniquement avec la lumière de l'écran. Et en fait, il y a du détail. Il y a du détail. L'image est propre. Alors bien sûr qu'il y a du bruit au départ. Il y a du bruit. J'ai utilisé la réduction de bruit de DaVinci Resolve pour avoir beaucoup moins de bruit. Mais in fine, j'ai une image qui a un peu de grain, qui a une petite patte intéressante et qui fait très cinéma. Et moi, ça me plaît complètement. Alors, et en plus, on a dans ces conditions, on garde de la richesse, on garde des informations, on garde de la couleur. C'est vraiment, c'est un charme qui est fabuleux. Et je trouve ça tellement intéressant d'avoir ce type d'image avec une caméra qui coûte moins de 2000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, le bureau offre est exceptionnel. Et je le dis aujourd'hui en ayant testé du Sony et de la FX3, qui est une belle caméra. Mais au niveau de la science des couleurs, moi j'ai clairement une préférence. Voilà. En plus, le bureau permet une grande souplesse en post-production. Vous avez la capacité de modifier les ISO, la température, l'exposition. Les fichiers sont super fluides dans DaVinci Resolve. Mais voilà, c'est un vrai plaisir, il faut le dire, hein, c'est un vrai plaisir. Sika DCI, du Super 35 en 4 tiers, du 4K DCI, du Super 15, du HD. Alors bien sûr, il faudra regarder comment ce port comporte. J'ai pas regardé toutes les images, mais il faut regarder précisément comment se comporte le 4K quand on filme en Sika ou quand on décide directement de filmer en 4K. À mon avis, c'est du crop dans le capteur Sika. Donc il faut voir ce que ça donne en termes de qualité, de finesse d'image. Probablement qu'on perd des choses et que il est peut-être plus intéressant de filmer en Sika, mais on aura des fichiers beaucoup plus lourds. Donc bon, voilà, il faudra regarder ce que ça donne concrètement. Donc le grand écran tactile, là aussi, on le garde. C'est le même grand écran tactile qu'on a sur la Sika Pro. L'image, elle est exceptionnelle. C'est un superbe écran, bien lumineux. La luminosité, donc c'est un écran de 5 pouces avec une luminosité de 1500 nits. Alors c'est propre, ça fait le job, tout simplement. Niveau connectique, c'est ultra complet comme d'habitude. On a du micro XLR, on a
du HDMI, on a de l'USB-C. Alors niveau mémoire, c'est du CF Express, fini le CFast 2.0. En revanche, on a toujours la possibilité de connecter un disque dur SSD. Et ça, c'est vraiment une force, hein. Je ne sais pas pourquoi chez Sony, on ne peut pas le faire. Je ne comprends pas. Pourtant, il y a un port USB-C, mais ils n'intègrent pas cette fonctionnalité. On est obligé de passer par une carte mémoire et c'est bien dommage parce que là, avec Blackmagic, on offre les deux possibilités de la carte mémoire, mais également l'utilisation d'un disque dur. C'est vrai qu'en utilisant un disque dur, on a une solution qui est quand même plus encombrante. Mais on gagne énormément de temps en post-production parce qu'il suffit de déconnecter le disque dur, de le brancher au PC et de monter directement. Pas besoin de transférer les fichiers, on monte directement depuis le disque dur. Voilà, c'est top, tout simplement. Hyper important, je vais vérifier, mais je suis quasiment sûr, la caméra est offerte avec une licence de DaVinci Resolve. Moi, la version que j'ai aujourd'hui, c'est celle que j'ai depuis que j'ai acheté la BMPCC 4K, et donc elle est mise à jour à chaque fois, on n'a pas besoin de racheter une nouvelle licence. Voilà, mais là aussi, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. On achète la caméra, on a un logiciel exceptionnel, on a la version pro en plus du logiciel, la version complète. Voilà, mais franchement, c'est exceptionnel. La grosse nouveauté de sa caméra après le full frame, c'est les montures L. Donc elle donne accès à une gamme énorme de super objectifs. On a Panasonic, Leica, Sigma. Voilà, mais vraiment des objectifs d'une grande qualité. Ça ouvre le champ des possibles, hein. Donc sur les objectifs anamorphiques, Super 35, Super 16. Et si on parlait du prix, le prix, la caméra coûte 2900 €. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bon, c'est pas une petite somme, hein. Je suis pas en train de dire que 2900 €, c'est rien. Non, c'est une certaine somme, c'est quand même une grosse somme, c'est même 2800. Et les choix hors taxes, c'est 2500. Elle commence à 2500, mais bon, chez nous, avec les taxes, c'est 2800 €. 2900, parce que 2899, un truc comme ça, donc c'est 2900 €. C'est cher. Bien sûr que c'est beaucoup d'argent, 2900 €. Mais 2900 € pour une caméra avec toutes ses fonctionnalités, cette qualité des images, c'est rien. Comparé aux autres, par exemple, la FX3, c'est 4000 €, 4700 €. Vous voyez, 4700 € pour du full frame. Là, pour 2900 €, vous avez du full frame d'une grande qualité. Et donc, c'est probablement la caméra full frame la moins chère du marché. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Pourquoi mettre plus d'argent quand on peut avoir la même chose, moins cher, la même chose et encore des images de meilleure qualité et moins cher. Voilà. Le point qui est que je n'ai pas creusé encore pour le moment, c'est la durée de vie de la batterie. Je sais que Blackmagic a fait énormément d'efforts sur la 6K Pro et propose aujourd'hui une durée de vie raisonnable. Et donc, voilà, je me suis renseigné, mais assez rapidement, et je sais qu'on peut rajouter une poignée, des batteries supplémentaires pour augmenter l'autonomie de cette caméra. Donc c'est pas vraiment un problème, et sachant qu'en plus, aujourd'hui, quand on va vers une BMPCC 6K full frame, eh ben on sait qu'on va s'acheter une batterie V-mount, on va se faire un rig quand même qui est assez imposant, et qui offre voilà, plus de flexibilité, plus d'autonomie, et qui permet d'être plutôt confort au niveau de l'usage de la caméra. Alors, autre point qu'ils ont ajouté, c'est la possibilité de filmer en vertical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on passe en vertical, eh ben, toute l'interface utilisateur se met en vertical. Et ça aussi, c'est un point qui est quand même sympa. Je crois pas que la FX3 le propose ou d'autres caméras le proposent. Là, on passe en vertical. Et hop, toute l'interface utilisateur est adaptée. Et on sait qu'aujourd'hui, on filme beaucoup comme ça, notamment pour faire des shorts, pour faire du contenu sur Instagram. Et globalement, quand on est créateur de contenu, c'est un format qu'on ne peut pas mettre de côté. Et je trouve ça tellement intelligent de l'intégrer et de penser à ceux qui filment, justement, dans ce format-là. C'est vrai que j'aurais aimé recevoir cette caméra. J'aurais aimé vraiment la tester. Bon, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, j'aurais vraiment aimé avoir une petite collaboration, un petit mail sympa qui me propose de la tester avant d'exclusivité. Ça aurait vraiment été sympa. Mais je sais, je rêve, la dure réalité de YouTube est telle que quand on n'a pas assez
d'abonnés, qu'on ne génère pas assez de vues, eh ben, les marques nous mettent de côté. Mais ce n'est pas grave, un jour peut-être, je ne baisse pas les bras. Bon, bah, dans ces cas-là, comme je ne l'ai pas, il va falloir l'acheter, il va falloir économiser. Alors, j'ai pas l'intention de revendre ma FX3, je vais garder ma FX3. Tout simplement parce que j'ai envie de voir la différence entre ces deux caméras. J'ai envie de vous partager cette différence. Je veux les comparer. Je veux aussi garder la flexibilité aussi que me propose la FX3. Avec la FX3, avec sa stabilisation interne, avec son autofocus. Dans certaines conditions, ça me plaît plutôt bien. Donc je vais garder la FX3. J'ai vraiment hâte de faire un comparatif entre ces deux caméras. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui en font en ce moment, des comparatifs entre les différents BMPCC. Et moi, j'aimerais vous offrir des comparatifs entre la FX3 et la BMPCC 6K Full Frame. Bien sûr, je vous la recommande à 200%, à 300%, à 400% cette caméra. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à la précommander. Vous pouvez y aller, les yeux fermés quasiment. Je le dis, même si j'ai pas la caméra et que j'ai regardé que des vidéos sur YouTube de cette caméra et que j'ai uniquement lu la fiche technique de la caméra. Mais là, clairement, je vous dis, allez-y, foncez, et vous allez probablement l'avoir avant moi. Moi, je me donne à peu près 6 mois pour économiser, pour l'avoir. Donc, voilà, faites-vous plaisir, faites de belles images. C'est une caméra exceptionnelle. Vous pouvez y aller. Alors, peut-être, probablement, je dis ça, mais peut-être qu'il y aura des problèmes techniques à sa sortie, j'en sais rien. Je ne sais pas, des problèmes de logiciel interne ou quelques soucis, j'en sais rien et j'espère pas. Franchement, j'espère pas du tout. Ce que j'espère pas, c'est qu'il y ait des problèmes de robustesse, que ce soit en termes de qualité des matériaux, voilà, de l'interface utilisateur. Enfin, j'espère qu'il n'y aura aucun problème avec cette caméra en interne. Mais en termes d'image, je me fais pas de soucis, elle fera le job. Elle fera clairement le job. Voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.